au maroilles et à la marmelade, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le jeudi 5 novembre, il est à peu près 9h15, vous commencez à connaître la chanson, je vais pas tarder à commencer à bosser puisque je suis en télétravail à plein temps depuis le début du confinement. Donc j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous avez le moral, que vous gardez le cap, que vous arrivez à trouver des activités, des séries, des trucs qui vous mettent en joie, que vous êtes sur votre bullet journal. N'hésitez pas d'ailleurs à partager avec nous dans les commentaires ce que vous faites en ce moment pour garder le moral, pour vous occuper, ça m'intéresse. Et moi, depuis la dernière fois que je vous ai quitté, j'ai pas mal avancé dans ma petite pile à lire automnale que je m'étais concoctée un peu en marge de tout ce qui peut être Pumpkin Autumn Challenge ou Halloween. Donc j'ai lu pas mal de graphiques notamment dont je voulais absolument vous parler, notamment celui que je viens de finir ce matin parce que j'ai juste adoré ma lecture, donc ce serait dommage de ne pas vous en parler comme ça à vif, sur le chaud, enfin voilà, profiter de l'élan comme ça que m'a procuré cette lecture pour vous en parler, donc on va faire ça tout de suite. Par contre, avant d'aborder cette super lecture, j'en ai d'autres à vous présenter histoire de faire les choses dans l'ordre chronologique, et on va commencer avec un roman graphique qui m'a un peu déçue parce que au scénario, on a Malika Ferjouk et que les dessins étaient magnifiques, donc je m'attendais vraiment à un quasi coup de cœur assuré et ça n'a pas été le cas. Je vous parle donc de Sombre Citrouille qui est donc adapté du roman éponyme de Malika Ferjouk et c'est illustré par Nicolas Pitz. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres et ça raconte l'histoire d'une journée de 31 octobre pas comme les autres pour une famille qui se réunit autour du grand-père dans un immense manoir parce que c'est son anniversaire et le souci c'est que tous les cousins-cousines en allant se balader dans le potager pour récupérer des potirons demandés par la grand-mère, ils vont tomber sur un cadavre planté comme ça au milieu des cucurbitacées et ils vont se dire de concert que, histoire de pas gâcher la petite fête à Pépé, eh ben on va aller planquer le cadavre en attendant que la réunion familiale soit terminée. Donc ils vont le mettre sous un arbre caché sous un tas de feuilles, sauf que au fil des heures, le cadavre va disparaître et qu'il y a tout un tas d'intrigues interfamiliales, intergénérationnelles qui vont commencer à émerger et ça va être un petit peu le bordel. À mes yeux, le principal attrait de cet ouvrage, c'est clairement les graphismes parce que alors si vous voulez quelque chose de rougeoyant, d'automnal, avec des couleurs très chaudes, n'hésitez pas à vous pencher sur cette publication parce que vraiment, j'en ai pris plein les yeux, c'est très beau. Mais par contre, pour tout le reste, j'ai été un peu déçue. C'est comme si Malika Ferjouk n'avait pas su vraiment quoi garder pour extraire la substantifique moelle de son roman parce que au début j'étais perdue, je comprenais pas qui était qui, je comprenais pas toutes ces ramifications familiales et c'était un peu brouillon et c'était un peu nébuleux et surtout je trouve que c'est très rapide et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un problème de rythme. À la fois j'avais pas trop envie de savoir le fin mot de cette histoire parce que c'était trop long et en même temps c'était trop expéditif, donc je trouve qu'il y a quelque chose dans l'adaptation qui a été un peu mal dosé. C'est la raison pour laquelle la révélation finale m'a totalement laissé de marbre et que je ne pense pas garder un souvenir impérissable de cette lecture. Je la conserverai néanmoins pour, comme je vous le disais, le bonheur de ma rétine, surtout que je l'ai acheté d'occasion chez Gibert il y a quelques semaines et Gibert ne reprend jamais les livres dédicacés, c'est en tout cas ce qu'il prône, sauf que j'ai une dédicace à la fois de l'autrice et de l'illustrateur, donc même si c'est pour un certain Jérôme, merci Jérôme de l'avoir revendu parce que moi je suis quand même contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Puisqu'on est dans le catalogue des éditions Rue de Sèvres, on va y rester avec une parution assez récente qui s'appelle donc Mason Mooney. C'est écrit par Saïra Miller et ça raconte l'histoire de Mason Mooney qui est donc un adolescent qui vit dans une ville extrêmement étrange qui est réputée pour être le siège de plein de phénomènes paranormaux et lui il rêve de devenir un enquêteur du surnaturel extrêmement reconnu et surtout bien plus reconnu qu'une bande d'ados qui fait des films, des émissions, des produits dérivés que tout le monde adule par-dessus tout et que lui il considère comme les pires fraudes de l'univers. Et un beau jour il va être appelé à la rescousse par Iris qui a peur pour sa sœur June puisqu'un message funèbre a été écrit avec la crème anti-acné de sa sœur sur un miroir lui indiquant que le 31 octobre elle serait maudite et qu'il allait lui arriver des choses pas franchement sympathiques. Donc le garçon va emmener cette espèce de cœur vivant qui palpite dans un bocal, hop, il va le prendre sous le bras, on sait pas vraiment d'où ça sort, il va emmener tous ses outils dans sa petite valise et il va aller enquêter chez Iris. Et ça va être le début d'une aventure autour d'une malédiction, de fantômes, et sa route va croiser celle du fameux gang qui l'aborde, donc ça va être l'occasion d'un joyeux micmac.
Visuellement c'est assez réjouissant parce que même si j'aime pas forcément le chara design que je trouve un peu... qui me rappelle un peu le boulot de Myrion Mal dans des visages pas toujours très élégants, pas toujours très proportionnés, mais pourtant ça marche bien, c'est dynamique, c'est vivant. Surtout j'aime beaucoup la colorisation qui apporte un petit côté néon, un petit côté funky, rétro, enfin vraiment ça fonctionne bien. J'ai pensé à un moment somme toute très correct avec cette lecture, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle puisque c'est vendu comme un bouquin hilarant et clairement je me suis pas cassé une côte à force de rigoler, mais c'était un moment assez sympa. Franchement je pense que j'ai principalement aimé parce que je l'ai lu le week-end d'Halloween, donc c'était à propos. Pour autant, c'était pas non plus révolutionnaire. Donc si vous cherchez clairement quelque chose d'assez jeunesse, mais de visuellement attractif et quand même avec un petit côté piquant, n'hésitez pas à vous pencher dessus. Et après la jeunesse rétro acidulée, on va passer à une lecture graphique totalement différente, dans une vibe beaucoup plus witchy, beaucoup plus florale, ornementale. C'était très très beau, mais alors par contre, quelle déception. Je vais vous parler de Francis, écrit par Lopoutine et publié aux éditions Choc d'Homme, qui raconte l'histoire de Métilla, qui est une sorcière qui a été choisie par la chef de clan pour s'affronter avec l'une de ses camarades pour prendre la succession et devenir la tête de ce clan de sorcières. Sauf que la veille de cette confrontation, elle se rend compte que son opposante, qui est quand même sa meilleure amie, est ultra préparée. Elle a concocté plein de potions, elle s'est entraînée au sortilège, elle a cultivé plein de plantes dans sa serre, bref, elle a fait les choses sérieusement. Sauf que Métilla, elle a passé les dernières semaines à picoler, à se balader à moitié nue dans les bois, à faire la fête et juste à ne pas penser au lendemain. Et du coup, pour essayer de quand même se donner une petite chance, elle va invoquer un esprit et tomber sur Francis qui va se matérialiser sous la forme d'un renard. Et ils vont passer la soirée ensemble. Elle aimerait bien qu'il lui prête ses pouvoirs pour faire pousser des plantes, pour essayer de rattraper son retard, tandis que Francis, il est là pour profiter de la liberté. Il est là pour profiter de l'instant et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et c'est une fable sur la liberté, sur comment accepter parfois d'être différent et juste d'embrasser son côté sombre et d'embrasser ce qu'on est réellement et de pas juste essayer de se conformer et de se mettre tout petit dans une boîte pour essayer de rentrer dans le moule. Et donc pour ça c'était pertinent, mais alors par contre j'ai trouvé que le peu de texte qu'il y avait était très très mal traduit et en plus c'est bourré de fautes d'orthographe, il y a des mots en trop, il y a des fautes d'accord et c'est très dommage parce qu'on n'est pas sur une pagination très élevée, il y a assez peu de texte, c'est très aéré et pourtant c'est café de fautes. Donc du coup moi à la fin j'avais qu'une envie, c'était juste de regarder les images qui sont à couper le souffle, vraiment graphiquement c'est magnifique. Mais j'avais envie de squeezer le texte parce que ça me crispait. À chaque bulle, il y avait un problème. Donc du coup, j'ai pas été convaincue au-delà de ça. Bien entendu, je vais le garder, mais je vais considérer que c'est un artbook. Voilà, que c'est un univers. Et je me contenterai la prochaine fois de regarder les images parce que le scénario est pas ouf. Bien sûr, le message est intéressant. Mais ce qui prévaut, c'est vraiment les illustrations. C'est vraiment la colorisation. C'est le délié, c'est l'aspect crayonné. C'est de bonne facture. En plus, le papier est épais. Ça rappelle un peu le papier canson qu'on utilisait en plastique. Donc c'est un bel objet, mais clairement au niveau du texte, il y a eu un vrai problème. Et du coup, comme je travaille dans l'édition, il y a quand même des choses sur lesquelles j'arrive pas à passer outre. Donc voilà, ça m'a totalement extirpé de ma lecture. Donc je peux pas vraiment vous le recommander parce que d'un point de vue éditorial, il y a quand même des ratés. Mais par contre, bon Dieu que c'est beau. Et je me rends compte qu'avec toutes les lectures que je suis en train de balayer comme ça rapidement, on aurait pu faire un petit update lecture indépendant sur la chaîne, mais c'est pas grave, vraiment je profite du flow du moment pour vous présenter tout ça. Et on enchaîne avec un album qui était assez intéressant, mais je pense qu'il ne conviendra pas à tout le monde. Et le bouquin en question, il s'agit de Autumn, écrit par John McNaught et publié aux éditions No Brow. Et dans cette histoire... en fait ce qui est intéressant c'est qu'il n'y en a pas vraiment. En gros on va suivre la journée type d'un mec qui travaille dans une maison de retraite à la cuisine, donc qui prépare les repas et qui les apporte dans les chambres des pensionnaires. Et en deuxième partie on va suivre un adolescent qui sort du lycée, qui va aller livrer des journaux comme une fois par semaine, donc avec son petit chariot, et les déposer dans les boîtes aux lettres et juste passer sa soirée comme ça. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de fil narratif, ce qui compte c'est ni le texte qui est quand même très peu présent, mais c'est vraiment l'attention aux détails, à l'atmosphère, et c'est vraiment des close-up, un point de vue très particulier qui moi m'a énormément plu, mais je pense que ce sera pas au goût de tous. Mais en gros c'est vraiment interroger ce qui fait d'une scène, d'un moment, d'une soirée, d'un instant, ce qu'il est vraiment. Donc c'est des zooms sur le temps, sur les animaux, sur les déchets par terre, sur l'eau qui coule, sur un reflet dans une vitre, sur une expression, sur une parole, sur un son, enfin vraiment
C'est une narration visuelle très intéressante. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce zoom sur le microscopique, sur ce qui fait d'un moment son unicité, son aspect tangible, ce qui fait que ça va nous marquer ou pas, et je sais pas, juste attirer notre attention sur tout ce qui nous entoure et qu'on ne prend pas forcément la peine de remarquer. Donc c'était vraiment très intéressant comme expérience de lecture, mais je peux pas non plus vous le recommander parce que si vous cherchez une histoire, si vous cherchez un fil rouge, quelque chose qui va vous emmener d'un point A à un point B, clairement c'est peut-être pas vers Automne qu'il faut se tourner, mais par contre si vous cherchez une expérience un peu originale et que vous avez envie de passer un soir d'automne dans une petite ville des États-Unis, bah penchez-vous sur la question. Moi personnellement je ne regrette absolument pas cette trouvaille et clairement j'irai me pencher sur d'autres publications de l'auteur. Et on y arrive enfin à cette bande dessinée qui m'a fait allumer ma caméra. Il s'agit du très surprenant Lucien et les mystérieux phénomènes, le premier tome, L'empreinte de H. Price. C'est écrit par Delphine Lelay et illustré par Alexis Aurélou, c'est publié chez Casterman et j'ai passé un moment délectable. Déjà faut dire que si vous aimez l'automne vous allez être servi, parce qu'alors là niveau palette de couleurs on est sur du orange, on est sur du rouge, on est sur du jaune, c'est rougeoyant, c'est vif, c'est comme un coucher de soleil et il y a vraiment un petit côté art déco avec parfois des ornementations, des cadres, c'est vraiment magnifique. Et surtout j'ai été totalement surprise par cette histoire dans laquelle on va suivre Lucien qui est un petit garçon qui va débarquer dans une nouvelle ville avec ses parents. Il n'est pas vraiment ravi parce que lui il voulait pas quitter son laboratoire parce que Lucien il est fan de fantômes, il est fan de Henry Price qui est un chercheur de fantômes qui a écrit des bouquins, qu'il a compulsé, qu'il a potassé pendant des lustres, qu'il connaît par cœur, et il est habillé un peu comme un personnage de Ghostbusters avec son aspirateur à fantômes. Et quand il va débarquer dans ce petit village, bah il est pas hyper conquis, sauf que l'épicier du coin va lui parler d'un mystérieux manoir en haut d'une colline où un étrange docteur qui aurait mené des expériences sur des enfants eh bien aurait été enterré devant sa maison et depuis les lieux seraient hantés. Donc déjà Lucien se dit ah, j'ai peut-être pas totalement perdu ma journée, il va passer dans ce manoir et il va tomber sur une chose que je peux pas vraiment vous dire parce que sinon ce serait vous dévoiler l'intrigue, à laquelle il ne s'attendait pas et qui va vraiment donner tout le sel et tout le piquant de son existence et bien dans cette nouvelle ville. Et c'était juste si doux, si délectable, si surprenant, si tendre. Je pense que c'était un petit coup de cœur. Que ce soit au niveau de l'ambiance, des personnages, de l'univers graphique, j'ai été vraiment enveloppée par cette lecture. J'ai passé un bon moment, c'était réconfortant, c'était vraiment chouette. Et en plus, il y a de si beaux messages et de si belles valeurs qui sont transmises de façon pas lourde, autour, vraiment cristallisée autour d'un personnage que j'ai beaucoup aimé mais dont je ne peux pas vous parler malheureusement, mais vous le découvrirez rapidement. Et je trouve que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, les messages sont efficaces, les messages sont beaux, les messages sont bien travaillés, bien transmis. Et à la fin vous avez un petit carnet qui est présenté comme un journal de bord lié à la thématique dont je ne peux pas vous parler, mais c'est vraiment chouette, c'est bien pensé, c'est dans l'air du temps et vraiment c'est surprenant, donc n'hésitez pas à lui donner sa chance. J'ai déjà le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire et il me tarde de le lire, donc vraiment une excellente surprise que je vous recommande plus que chaudement. Et mine de rien je bavasse et il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, principalement de bouquins. Je pense que je vais me contenter de vous présenter juste les 2 bouquins que j'ai reçus et que je me retiens d'ouvrir depuis plusieurs jours parce que je veux le faire directement à la caméra et après je vais filer bosser parce que quand il n'y a plus le temps, ma bonne dame, faut y aller. On va commencer avec ce beau bébé qui me vient des éditions Dupuis et j'ai déjà une bonne idée de ce que ça peut être, mais yay, du premier coup. Je voulais l'ouvrir avec vous. Waouh! Il est juste somptueux. Il s'agit du 2e tome de L'Âge d'Or qui est donc toujours écrit par Cédril Pedrosa et illustré par Roxane Morey. C'est publié donc aux éditions Dupuis. Et si vous ne connaissez pas cette duologie, vraiment foncez. Le 2e tome vient juste de sortir et le 1er tome, je crois que ça date d'il y a 2 ans, si je vous dis pas de bêtises. Et pour vous dresser vraiment très rapidement le pitch de base, c'est l'histoire d'une princesse qui doit hériter du royaume à la mort de son père, sauf que les choses ne vont pas se passer comme ça. Elle va devoir prendre la fuite, être exilée, et elle va rencontrer un groupe de femmes dans la forêt qui vivent selon leurs propres règles en abolissant un peu les notions d'inéquité, etc. Et je ne vous en dirai pas plus parce que c'est une fable tellement passionnante. Et alors graphiquement, mais vous allez en prendre plein les yeux, il y a des couleurs, il y a du mouvement, il y a tellement de choses. Et en même temps ça se comprend puisque Cyril Pedrosa vient de l'univers de l'animation, il a bossé sur plusieurs Disney, notamment Hercule, et franchement ça se comprend, ça se ressent. Et c'est très beau.
Et on va terminer avec une bonne petite briquette. Je pense que là c'est quand même, on est sur du solide. Et comme ça vient d'Angleterre, je me doute que c'est de la part des éditions de Saxus, mais on va vérifier ça tout de suite. C'est tellement satisfaisant quand on y arrive du premier coup. Et j'ai vu juste puisqu'il s'agit du premier tome de Nevernight qui s'appelle N'oublie jamais, c'est écrit par Jay Kristoff, c'est donc bien publié aux éditions de Saxus et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va débarquer dans une école d'assassins. J'en sais pas plus mais en tout cas c'est une publication que je guettais depuis des lustres parce que c'est Opaline qui en parlait je crois sur sa chaîne en VO et j'avais très envie de me lancer. Donc ça c'est la version brochée, il existe une version reliée qui est donc en hardback et qui a repris la couverture anglaise, si je vous dis pas de bêtises, qui est aussi très jolie au demeurant. Et ma foi, je pensais pas qu'il était aussi épais, donc on va encore être sur de bonnes heures de lecture, mais je suis ravie de l'avoir reçu. Sur ces bonnes paroles, il est temps pour moi d'aller bosser, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! All the space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no I'm not okay. Yeah. I just wanna say I need affection. Hey, je vous récupère, on est le vendredi 6 novembre, il est 19h30 et si vous me voyez toute pumped up comme ça, ne croyez pas que je télétravaille dans cette tenue parce que si vous êtes dans la team pyjama, pilou, chaussettes dufteuses jusqu'à midi au moins, clairement ne culpabilisez pas, je suis dans la même équipe que vous, c'est juste que je viens de terminer de tourner un book haul qui est le premier en 4 mois au moins sur la chaîne, donc je ne sais pas s'il sera arrivé au moment où vous voyez ce vlog parce que j'ai toujours aucune idée de programmation de mes vidéos, c'est toujours un peu au petit bonheur la chance. Et vraiment j'ai posé tous les bouquins que j'avais achetés dernièrement et je me suis juste contentée de piocher ce dont j'avais envie de parler. Donc encore une fois ça va donner un truc à la bonne franquette, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je vous cache pas que je suis vraiment ravie d'arriver au week-end. En plus la semaine prochaine je bosse que 2 jours puisque le mercredi 11 novembre c'est férié et que j'ai pris mon jeudi et mon vendredi histoire de pouvoir avoir une longue plage de sieste et de grasse matinée et de récupération parce que cette semaine, si vous voulez avoir une bonne idée de l'ambiance à la maison, dès 18 h j'avais les yeux là, tout rouge, un peu brouillé par la fatigue, le nez un peu pris et j'avais froid donc j'avais les vieux pompons sur la tête et j'avais 40 couches de vêtements autour de moi, je buvais de la soupe et j'allais me coucher à 20 h. En gros j'étais la parfaite illustration vivante du sketch de Florence Foresti dans lequel elle dit qu'à 20 ans on est frais comme la rosée du matin et qu'à 40 ans on est frais comme la bouteille de rosée de la veille et même si j'ai pas 40 ans je me suis totalement reconnue et identifiée dans ce dicton là cette semaine parce que clairement c'était pas folichon. Donc vous vous doutez bien que dans ce contexte un peu fluctuant, ambiance 3e âge, j'ai pas lu des masses de trucs depuis la dernière fois que j'ai allumé ma caméra. Par contre, je me suis lancée le soir sur ma liseuse Vampiria, qui est donc le premier tome, La Cour des Ténèbres, le roman signé par Victor Dixon et publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Vous l'avez vu absolument partout, je vais pas vous faire l'affront d'un résumé complet, sachez juste qu'on suit Jeanne qui est une jeune auvergnate qui évolue dans ce monde qui est bon an mal an une uchronie puisque l'auteur est parti du principe que au lieu de mourir, le 31 octobre, Louis XIV s'est fait transformer en vampire et que depuis des siècles il règne sur la France et que tous les dirigeants, tous les souverains des royaumes européens se sont également transformés en vampires, donc ça a changé la religion, le mode de vie et même le climat du monde. Donc c'est un peu une ambiance pas hyper fun et au début du roman, Jeanne vit avec sa famille dans un village pas très cool puisqu'elle peut pas sortir dans la mesure où tous les habitants sont plus ou moins considérés comme du bétail à qui on prélève du sang pour pouvoir nourrir les vampires du royaume. Et il va se passer quelque chose de pas cool et par hasard elle va se retrouver propulsée à la cour de Louis XIV, donc ce chef des vampires. J'en sais pas bien plus puisque j'ai lu je crois une centaine de pages. Ça commence plutôt bien même si je vais être franche avec vous. Pour moi c'est pas tonitruant, c'est pas révolutionnaire, il n'y a rien qui me transcende que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du synopsis, je trouve que c'est des choses qu'on a déjà vues et revues, pas forcément dans l'univers vampirique mais c'est vraiment un condensé de plein de choses qu'on a déjà eu l'occasion d'apercevoir dans la littérature young adult, donc c'est du bon divertissement mais
clairement pour moi je pense pas que ce sera un bouquin qui fera date. De toute façon je suis pas une grande fan de Victor Dixon parce que Phobos j'ai abandonné après le tome 2 je crois, je suis pas allée plus loin et ces autres bouquins me tentaient pas particulièrement donc je suis peut-être pas le meilleur public pour vous présenter ce roman mais en tout cas ça me fait passer le temps. Par contre, il y a une lecture jeunesse que j'ai commandée très récemment, que j'ai reçue et que j'ai attaquée aussi sec et qui est juste un délice, je vous montre ça tout de suite. Le roman en question le doit à Catherine Arden qui est l'autrice de L'Ours et le Rossignol qui avait été publié je crois aux éditions de Noël mais peut-être que je me trompe donc je vous mettrai comme d'habitude la miniature juste ici et là elle s'est lancée dans quelque chose de beaucoup plus jeunesse, de middle grade puisque je crois que c'est à partir de 9-11 ans, quelque chose comme ça et il s'agit de Terror à Smoke Hollow qui est donc publié chez Pocket Jeunesse et qui raconte l'histoire d'Olivia, une petite fille à qui il est arrivé quelque chose de pas très chouette il y a un an et depuis elle s'est pas mal renfermée sur elle-même. Elle veut plus trop parler aux gens, elle a du mal à nouer le dialogue avec son père et surtout elle se réfugie dans les livres et un soir en sortant de l'école elle veut profiter de l'automne parce que les arbres sont en feu, parce qu'il fait quand même assez doux et donc elle va aller se poser au bord de la rivière pour lire un bouquin tranquille sauf qu'en arrivant sur son spot un peu isolé préféré elle va tomber sur une femme qui est en train de pleurer, qui a vraiment une tête à faire peur, qui a l'air terrifiée, qui a un sourire vraiment glauque et qui essaie de balancer un bouquin dans l'eau. Et là normalement en tout bon amoureux des livres vous êtes en train de vous dire mais quelle est cette psychopathe qui veut balancer un bouquin dans la flotte, ça ne se fait pas, il y a des boîtes à livres madame. Sachez que Holly a exactement la même réaction et qu'elle ne comprend pas pourquoi cette femme veut faire ça et pourtant elle arrête pas de dire qu'il l'oblige, qu'elle est obligée, qu'elle n'a pas le choix, que vraiment c'est ce qu'il veut. Donc la jeune fille va lui arracher le bouquin des mains, le ramener chez elle, commencer à le lire. C'est une histoire un peu étrange avec des fantômes, des revenants, une histoire de frère qui a disparu. Bref, je vous en dis pas spécialement plus. Le problème c'est que le lendemain de la découverte de ce bouquin, elle va aller faire une sortie scolaire avec sa classe dans une ferme qui est très dynamique dans les environs et c'est en arrivant sur place qu'elle va se rendre compte que cette ferme est précisément le lieu de l'intrigue du bouquin qu'elle est en train de lire. Et qu'en plus, juste avant de partir, l'instit leur a raconté tous les faits étranges et non expliqués qui se sont passés sur cette propriété, donc la jeune fille commence à baliser sévère. Je vais rien vous dire de plus parce que c'est déjà pas mal hein, d'un point de vue synopsis, mais vraiment je me régale parce que j'adore le père de Holly, qui fait des blagues nulles, qui aime bien cuisiner, qui aime bien la couleur, qui aime bien faire plein de trucs avec ses mains, qui est très bricoleur, qui est très manuel, donc moi c'est un personnage secondaire que j'adore. La petite, elle a un petit côté épineux, elle a un petit côté ne m'approchez pas, qui est assez épicé, j'aimerais pas me retrouver à côté d'elle quand elle est pas de bonne humeur, mais elle est quand même très agréable à suivre et en plus ce récit qui est du coup livré hein, dans les pages, on a vraiment des extraits du bouquin qu'elle est en train de lire, c'est très intriguant et j'en suis à quoi 100 pages sur 240, quelque chose comme ça, et vraiment je prends un plaisir indicible, c'est parfait pour la saison, c'est automnal, c'est un peu brumeux, c'est effrayant mais de façon 9-11 ans, mais pour autant c'est pas simplet, c'est pas simpliste, c'est pas nul, c'est pas benet, vraiment je me régale. Là vu l'heure qu'il est, je vais me démaquiller, je vais sauter dans mon pyjama et me préparer à manger. Et je pense que je vais essayer de trouver une petite série sympa sur Netflix, peut-être tenter l'aventure avec celle qui parle des échecs et de la pro des échecs sur Netflix, parce que tout à l'heure quand j'ai posté ma première story depuis ma reprise des réseaux sociaux, je vous ai demandé vos recommandations de films et de séries automnales là, que vous aviez aimé ces derniers temps, et elle est revenue mais tellement en masse que je me suis dit bon, c'est vrai que les échecs c'est jamais trop mon truc parce qu'il y a un côté très mathématique et très stratégique et pas forcément ce que j'aime regarder. Mais c'est vrai que l'esthétique, la photographie, la couleur, la façon de filmer et le montage ont l'air vraiment très léchés, donc je suis quand même un peu intriguée, ne serait-ce que pour le plaisir de ma rétine. Donc peut-être que je vais me laisser convaincre ou ça se trouve je vais juste me laisser happer par Friends, une fois n'est pas coutume. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous reprends plus tard. Mouah. Sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that I could describe such a lonely place. Now there's all this space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no I'm not okay. I just wanna say I need affection.
super, on est le lundi 9 novembre, il est 18 h, je viens tout juste de terminer et je prends le temps de reprendre un petit peu mon souffle parce que ça a été une journée hyper productive. Je suis fatiguée mais j'ai fait vraiment tout ce que j'avais prévu sur ma liste, donc je suis ravie. Et en plus de ça, ce midi, je suis passée au Renard Doré donc pour récupérer ma commande que j'avais faite en click and collect. Et je suis joie parce que j'attendais avec impatience ce qu'elle contenait. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. On attaque par le manga et ensuite je vous montrerai le goodies qui vaut clairement le détour. Mais quand je me suis baladée sur le catalogue des éditions Akata, il y a une nouveauté qui m'a tout de suite appelée, qui m'a sauté aux yeux, qui m'a bondi vraiment dans le porte-monnaie. Et il s'agit de J'en croque pour toi, c'est écrit par Nanori Hiragi et ça raconte l'histoire d'Ito qui est un salaryman qui aime les femmes, qui enchaîne les conquêtes, qui ne les respecte pas franchement, qui réussit très bien dans son entreprise, qui est assez respecté. Et il se pourrait que l'arrivée de Kawai, qui est un salarié un petit peu plus quelconque, un petit peu plus ordinaire, un petit peu rond puisqu'il aime beaucoup la bonne chair, il aime manger, il aime profiter de la vie. Il se pourrait que l'arrivée de ce Kawai eh bien, pousse Ito dans ses retranchements et lui fasse ressentir des choses auxquelles il ne s'attendait pas et l'énerve pour une raison qui est un petit peu obscure mais que nous, adoratrices de Boys Love, on voit tout de suite venir. Et je sais pas, ça m'a vraiment tout de suite interpellée, j'espère ne pas être déçue. Mais en tout cas, le dessin m'a conquise, ça a l'air vraiment chou, donc pour se remonter le moral en cette période, c'est plutôt indiqué. Et c'est donc accompagné de la douce mélopée des travaux qui viennent juste de commencer dans la chaufferie, littéralement sous mes pieds, que je vais vous montrer le goodies dont je parlais tout à l'heure et je pense que vous n'êtes pas prêts. Si vous aimez les tote bags comme moi, que vous aimez les livres, sinon vous seriez sans doute pas sur cette chaîne, et les trucs un peu mandragore, un peu witchy, un petit peu dark academia, vous allez être servis puisqu'il s'agit d'un tote bag qui est juste, à mon humble avis, absolument magnifique puisqu'on est vraiment dans une ambiance un peu atelier des sorciers et je suis totalement fan du design. Quand je l'ai vu passer sur leur compte Instagram, j'ai pas résisté une seconde. Il était un petit peu cher parce que 13 € mais c'est un dessin original qui a été vraiment créé spécialement pour l'occasion et je suis ravie. Je pense que je vais l'arborer fièrement dans la rue, j'allais dire, mais non pas tout de suite puisque c'est pas comme si je sortais tous les jours, mais en tout cas dès qu'on pourra ressortir et montrer notre tote bag, je vais lui faire la tournée des Grands-Ducs. D'ailleurs il m'était un petit peu sorti de l'esprit mais j'ai reçu un autre manga très récemment, il s'agit de Corps solitaire qui est écrit par Haru Haruno, c'est publié aux éditions Kana dans leur nouvelle collection Life et ça raconte l'histoire d'une femme qui a 32 ans, qui est mariée, dont la vie conjugale se passe plutôt bien si ce n'est que le sexe a totalement déserté le tableau et du coup à l'occasion d'une soirée avec l'un de ses collègues elle va s'ouvrir sur cette situation qui commence à lui peser et lui va lui révéler qu'il vit un petit peu la même chose avec sa femme et je crois qu'ils vont s'entraider et qu'ils vont essayer de faire en sorte que la séduction revienne dans l'équation et j'ai été totalement charmée par les dessins et par cet esprit beaucoup plus mature que ce qu'on trouve normalement dans les shoujo ou en tout cas dans les mangas classiques. C'est vraiment une collection qui m'intéresse beaucoup donc j'espère ne pas être déçue, en tout cas d'un point de vue graphique c'est très beau, c'est très mélancolique, j'adore et affaire à suivre, j'espère que ce sera bien. Et puisqu'on est dans le domaine des réceptions, je vais vous montrer ce qui est arrivé ce midi dans ma boîte aux lettres, qui est le fruit d'une campagne de financement participatif à laquelle j'ai pris part il y a des mois de ça, qui a pris un petit peu de retard à cause du confinement, mais en même temps, qu'est-ce qui n'a pas pris de retard cette année, je vous le demande. Et c'était à la fois très à propos puisque un film devait sortir au mois d'octobre autour de cette œuvre littéraire majeure, et en même temps, ça a été reporté, mais il va y avoir une lecture organisée par Quentin de la chaîne Cornelius au mois de décembre, donc quelque part on va rester dans le thème et je ne fais pas durer le suspense. Il s'agit d'un MOOC qui tourne autour de Dune, qui est donc l'un des indéboulonnables de la littérature de science-fiction qui a été écrit il y a des années par Frank Herbert, qui devait faire l'objet d'une adaptation qui devait sortir, donc comme je vous le disais, au mois d'octobre et qui a été repoussée suite à toutes les circonvolutions qu'on connaît bien. Et j'ai été juste charmée par ce MOOC dont j'avais entendu parler en suivant l'Instagram d'Aurélien Polis, qui est donc l'illustrateur qui a majoritairement collaboré à l'aspect graphique de ce MOOC. Et j'ai hâte de me plonger à l'intérieur pour tout vous dire. Waouh, je l'avais même pas ouvert parce que je voulais le faire avec vous et c'est juste remarquable et c'est toute une analyse, que ce soit philosophique, scientifique, cinématographique, littéraire autour de cette œuvre et je pense que ça va être juste incroyable.
Et il me tarde de le découvrir, même si je pense que je le ferai après avoir lu le bouquin, parce que, histoire de pas me spoiler et surtout d'avoir vraiment la référence pour pouvoir suivre tous les développés. Et donc, comme je vous le disais, si ça vous intéresse de vous lancer dans la lecture mais que vous avez peur du côté pavé, je sais que Quentin de la chaîne Cornelius a annoncé qu'il allait organiser une lecture commune au mois de décembre avec un salon Discord et tout un tas de discussions prévues autour de cette œuvre emblématique. Donc si jamais restez à l'affût, je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez revoir le live dans lequel il l'annonce, et comme ça vous pourrez surveiller si ça vous intéresse les dates à venir et tout ça tout ça. Et avant qu'on prenne un peu le temps de balayer les lectures que j'ai effectuées ce week-end, qui étaient d'ailleurs très bonnes au demeurant, je vous fais un petit teasing, je vous montre juste le paquet que j'ai reçu samedi parce que vraiment il me faisait diablement envie. Il s'agit du roman graphique Le Plongeon qui est écrit par Séverine Vidal et qui est illustré par Victor L. Pinel. C'est publié aux éditions Bambou dans leur collection Grand Angle et c'est un récit qui va tourner autour de personnes âgées qui vont devoir rentrer dans un EHPAD avec toutes les difficultés, avec tout le déchirement, avec toute l'émotion, avec toute la tristesse, avec toutes les déconvenues que ça peut entraîner, et je sais que ça va être quelque chose de très vibrant, de très engagé, parce que Séverine Vidal ne fait pas dans la demi-mesure et elle tranche toujours dans le vif, et je pense que c'est un sujet qui va être très fort, qui va être très percutant, et il sort le 13 janvier prochain, donc ça laisse quand même un petit peu le temps de voir à venir, mais je suis ravie de l'avoir reçu parce que vraiment ça faisait partie des parutions du début d'année 2021 qui me faisaient furieusement de l'œil, et je pense qu'il va falloir que je sorte les mouchoirs. Bon, et puisqu'on a prononcé le mot-clé mouchoir, je pense qu'on peut se permettre une dernière digression avant de rentrer dans le dur, dans le pur de la lecture, avec un jeu vidéo que j'ai attaqué hier soir parce que mon mari l'avait téléchargé sur sa Switch il y a des lustres et je sais pas pourquoi je m'étais pas donné la peine de pencher sur la question, mais il l'a téléchargé hier sur notre compte commun sur la télé pour que je puisse y jouer, et il s'agit de Ori and the Blind Forest. Et si jamais vous ne connaissez pas, mais déjà laissez-vous séduire par cette magnifique illustration parce que tout l'univers visuel du jeu vidéo est vraiment dans cette même trempe-là. On est dans quelque chose de très Ghibli, Miyazaki, très onirique, très mélancolique. C'est beau, la musique est juste somptueuse, les graphismes sont fluides, c'est fouillé, c'est foisonnant, c'est riche, c'est magnifique. Et surtout c'est très poignant puisque ça va être l'histoire d'un arbre gigantesque qui abrite de nombreux esprits de la forêt, et suite à un soir de tempête, l'un de ces esprits va se décrocher et se perdre dans la forêt et atterrir avec une petite créature qui va prendre soin d'elle. Et le problème c'est qu'astérées comme ça, elles ne vont pas se rendre compte qu'un terrible malheur a frappé la forêt, détruisant toute vie, détruisant tout espoir, et pour essayer de remédier à cela, Ori, qui est donc le petit esprit qui a été détaché de l'arbre, va devoir se lancer dans une quête, et c'était waouh, je m'attendais pas à ça parce que déjà au début il y a beaucoup de cinématiques, c'est la mise en route, on se plonge dans l'ambiance, c'est très triste, c'est très onirique, et il y a donc ces deux petits personnages qui vivent ensemble, qui cueillent des fruits, qui vivent dans leur petite grotte, et c'est très mignon. Et à un moment je vois que le jeu se tourne très rapidement vers une dimension très dramatique, et je me tourne vers mon mec et je lui dis: ah non mais me dis pas qu'il va se passer ce que je pense qu'il va se passer, parce que du coup j'avais mon petit personnage qui avait plein de fruits dans les bras et qui avançait vers sa grotte. Je sentais venir le truc pas cool, et donc je me tourne vers mon mec en lui disant: non, pitié, me dis pas ça. Il me répond pas, et en fait il se passe ce que je craignais et je me suis mise à pleurer, mais à gros bouillon devant ma manette comme ça, donc c'était un peu ridicule, mais pour vous dire à quel point ce jeu est immersif, à quel point ce jeu est émouvant. Et on a attaqué une partie vers 21 h et j'ai décroché vers minuit et quart tellement j'arrivais pas à lâcher ma manette. C'est magnifique, si jamais vous aimez les jeux vidéo et que vous ne vous êtes pas intéressé à ce titre, allez-y, c'est juste extraordinaire. Et maintenant qu'on a parlé de tout et de rien, qu'on entend toujours le bruit des travaux, et ben on continue, et cette fois-ci on rentre dans le dur avec les lectures qui m'ont accompagnée ce week-end. Et clairement j'étais toujours dans une vague un peu ambiance Halloween, un peu mystère, un peu glauque, un peu sombre. Et je me suis lancée d'abord dans un album jeunesse, ou en tout cas une BD jeunesse qui était juste sublime. Je suis pas sûre que je retiendrai vraiment son déroulé narratif parce que c'est une réécriture de conte somme toute assez classique, mais j'ai bien aimé. Et il s'agit du Petit Loup Rouge qui était écrit et dessiné par Amélie Fléchet et publié aux éditions Ankama. Ai-je besoin de vous faire l'affront de vous rappeler que Amélie Fléchet, c'est l'illustratrice du merveilleux, de l'incroyable, du magnifique Bergère guerrière, qui est scénarisé par Jonathan Garnier, qui est publié aux éditions Glénat, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne. Vraiment, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est une merveille cette série.
Et du coup dans Le Petit Loup Rouge, je pense que je ne vous causerai pas un AVC de stupeur en vous disant que c'est une réécriture, une réinterprétation du conte du Petit Chaperon Rouge, donc cette fois-ci du point de vue d'un petit loup qui doit aller se balader en forêt pour apporter un lapin à sa grand-mère, qui n'a plus tout à fait les dents de sa prime jeunesse et qui ne peut plus du coup chasser comme elle l'entend, sauf qu'en chemin il va se balader et suivre les insectes et suivre une rivière et se paumer jusqu'au moment où il va atterrir devant une petite fille qui pourrait être le rejeton d'un monsieur peut-être un peu féroce, un petit peu reclus dans un sombre domaine. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'était très beau parce que déjà visuellement c'est époustouflant, c'est vraiment fabuleux, c'est féerique, enfin vraiment dans le sens du conte, c'était très beau. Et puis j'ai bien aimé les valeurs qui sont abordées parce que on nous rappelle que la vérité c'est souvent une pièce avec deux faces et qu'il y a souvent deux sons de cloche et qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, il faut vraiment réinterroger le réel. Et souvent aussi questionner avant d'agir, prendre le temps de se poser, d'analyser une situation et de ne pas réagir à chaud sous le coup de la peur, sous le coup de l'énervement, sous le coup de l'incompréhension. Donc vraiment beaucoup de thématiques abordées mine de rien. Et je suis très contente de ma lecture. Ce sera peut-être pas l'album que je préfère dans toute ma collection, mais en tout cas visuellement c'était charmant. Et d'un point de vue sémantique, c'était une bonne piqûre de rappel sur plein de notions qui ne font pas de mal à être soulevées comme ça de temps en temps. Je vous préviens, on change d'ambiance et on va aller un cran au-dessus dans le glauque et dans le macabre et dans le sordide avec le magnifique Yaga qui est donc écrit et illustré par Antoine Ozanam et Pedro Rodriguez. C'est publié chez Spaceman Project et je vous en avais parlé dans ma pile à lire de Halloween que je vous ai présenté dans mon dernier vlog, donc je vous le remettrai dans le petit i. Et je vais le poser parce que sinon vous allez avoir les reflets, donc je me contenterai de la miniature. Et dans cette histoire du coup on va suivre le destin tragique de Svetlana, qui est une petite fille qui vit je pense dans la Russie. Je sais pas exactement à quelle époque, mais en tout cas c'était sous la houlette d'un tsar qui était très autoritaire. Et on va la découvrir quand elle et l'une de ses amies sont les seuls rescapés de leur village qui est mis à sac, qui est détruit et qui est ravagé par des soldats. Elles vont fuir dans la forêt et être recueillies par une vieille femme qui vit seule dans une prairie cachée et qui va leur apprendre le pouvoir des plantes, qui va les prendre sous son aile et qui va les aider à grandir. Bien entendu, vous pensez bien que ce fragile équilibre, ce moment de grâce ne va pas durer 107 ans et que au moment de l'adolescence, quand des garçons et les villageois vont commencer à se poser des questions et surtout quand le nouveau pop du village va se balader dans les bois et tomber sur deux femmes nues en train de courir à travers champs, là il va se dire que ce sont des sorcières, qu'il faut faire quelque chose. Du coup il va y avoir des poursuites, du meurtre, des fuites, et en fait la vie de Svetlana va aller comme ça de mal en pis, de déconvenus, de pertes, de drames tout au long de sa vie. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait c'est juste un récit d'une femme qui va être brisée par le destin, qui va juste essayer de faire ce qui est juste, ce qui est droit, de s'en sortir, de vraiment juste survivre, et au fur et à mesure, avec la bêtise humaine, avec les coups du sort, va finir par ne plus rien ressentir, par vendre son âme au diable et devenir la Baba Yaga qu'on connaît tous. Franchement pour ce bouquin, pas besoin d'ergoter pendant des heures, c'est beau, c'est tragique, c'est sombre, c'est macabre, c'était magnifique, j'ai adoré cette bande dessinée. Et même si c'est plus Halloween, je pense que là pour les ambiances nuit sombre, journée courte, allez-y, c'est magistral, vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture. Et après cette franche réussite, j'ai littéralement transformé l'essai avec un roman jeunesse très spooky, avec une vibe résolument halloweenesque, mais qui a fait merveille. Je me suis fait confiance pour ce bouquin et je ne regrette absolument pas d'avoir craqué. Il s'agit de Terreur à Smoke Hollow. Clairement, c'était génial. C'était l'alliance parfaite entre une ambiance automnale très réussie, très enveloppante, des petites dégustations de chocolat chaud, de cookies, de muffins, de plats bien consistants, le tout sur fond de deuil, de camaraderie, d'humour. On parle de Narnia, on parle de Harry Potter et d'une ambiance très spooky, donc vraiment c'était réjouissant, c'était génial. J'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé ça bien dosé, c'est à la fois drôle, émouvant, vraiment effrayant. Pour les 11 ans, je pense qu'ils vont peut-être pas faire des cauchemars, mais en tout cas s'en souvenir. Et même moi, j'ai passé un excellent moment en tant qu'adulte et vraiment ça m'a fait frissonner. Et j'ai mis des bandes son un peu Halloween, un peu effrayantes sur ma télé pendant que je lisais, et c'était juste parfait. Donc vraiment, je vous le recommande. Et d'ailleurs, en fait, c'est le premier tome d'une duologie, ou en tout cas d'une série. Je sais que le deuxième tome est déjà paru en anglais et clairement je l'ai ajouté immédiatement à ma wishlist et je me retiens de ne pas craquer parce que il faut que j'arrête, il faut vraiment que j'étale plus mes achats si je veux pas finir sous un pont. Mais en tout cas je vous mets la couverture là, c'est
très hivernal puisque ça va se passer dans une station de ski, dans un immense hôtel auberge qui va être coupé du monde à cause d'une tempête de neige et moi je suis sûre et certaine de vouloir le lire pendant le Cold Winter Challenge de cette année parce que ça va être spooky, parce que ça va être neigeux, brumeux, venteux et je sens que ça va être régalade en montagne. Pas besoin que je vous fasse un dessin, je pense que vous l'aurez compris, j'ai eu la main vraiment chanceuse ce week-end en choisissant mes lectures et vraiment ça a continué jusqu'au bout puisque celle que j'ai choisie, que je suis actuellement en train de lire, c'est pareil, ça prend vraiment le chemin vers une excellente lecture, peut-être pas inoubliable mais en tout cas vraiment marquante, et il s'agit de Horrid qui est écrit par Katrina Leno et c'est une édition anglaise que j'ai eue du coup dans la Haul Crate du mois de septembre. Peut-on prendre un instant pour admirer cette sublime jaquette qui est d'ailleurs réversible puisque la Haul Crate fait souvent des choses comme ça où il y a une illustration derrière que je vais vous montrer. Donc clairement ça vous pose l'ambiance. Et dans ce roman qui vous plonge in medias res dans une ambiance bien pesante, bien gluante et bien personnelle, on va suivre Ruth et Jane qui sont donc une mère et sa fille qui vont devoir déménager de leur Californie jusque dans le Maine pour retrouver la maison familiale de cette femme qui avait tout quitté il y a des années pour suivre son mari en Californie, sauf que celui-ci a été terrassé par une crise cardiaque il n'y a pas longtemps et elles se sont rendues compte en plus qu'il les avait mises sur la paille en dilapidant tout l'héritage de la famille dans une start-up qui a juste pris l'eau au bout de quelques mois. Et donc elles n'ont pas d'autre choix que de tout vendre en Californie et de se rendre dans cette grande baraque abandonnée dans le Maine. Et on sent tout de suite qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui s'y passent, mais surtout avant même d'arriver, moi j'ai été totalement captivée par cette lecture dès les premières lignes, puisqu'on nous parle de Jane, qui est donc une adolescente qui a je crois 16 ans, qui est en train de se rappeler les premières fois où elle a avalé des livres. Et quand je vous dis ça, c'est pas une métaphore sur les moments où elle dévore des livres qui sont trop bien et donc elle les lit à une vitesse incroyable, non, c'est que littéralement elle arrache des pages et elle les ingère parce que pour elle c'est une façon de faire passer ses angoisses et sa colère depuis l'âge de 10 ans à peu près. Et rien que quand j'ai lu ces premières lignes, j'étais là, ok, donc on est sur un truc quand même un peu glauque, un peu creepy et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et j'aime beaucoup parce que déjà il y a toute cette trame du deuil, il y a toute cette ambiance du Maine qui n'est pas sans me rappeler la petite marotte de Stephen King puisqu'il habite dans le Maine et la plupart de ses bouquins se passent dans cet état-là. Et je me suis demandé si c'était l'état le plus hanté des États-Unis pour que ça revienne comme ça dans les ambiances horrifiques. Et en plus de ça, elle adore lire, elle est fan de Agatha Christie, donc il y a toujours des références à tous ces livres d'enquête, de mystère. Et le duo mère-fille fonctionne bien, on sent qu'il y a des non-dits, on sent qu'il y a un petit problème de confiance, et en même temps elle s'installe dans cette baraque où les fenêtres sont cassées, où il n'y a pas d'électricité, et elles vivent du coup devant un feu de cheminée, et elles font du camping comme ça les premiers jours. Et vraiment c'est terriblement bien fait et prenant du point de vue de l'ambiance, donc j'ai hâte de vous en dire davantage. En tout cas j'en suis quoi à 60 pages, j'avance pas non plus très vite parce que c'est de la VO, mais la plume est très jolie et en même temps très accessible, donc si vous avez envie de vous lancer, n'ayez pas peur parce que c'est de l'anglais, vraiment c'est accessible. Et je pense pas que je vous donnerai le fin mot de cette histoire dans ce vlog parce qu'il est déjà suffisamment long, mais au moins vous savez que ce roman existe et si ça vous intéresse, guettez l'un de mes prochaines updates lecture, il sera dedans c'est sûr. Bon je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a quand même balayé pas mal de bouquins, pas mal de petites choses à côté, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à venir discuter avec moi en commentaire. J'essaie vraiment de vous répondre rapidement et de vous répondre individuellement et pas juste mettre un petit like. J'essaie vraiment de prendre le temps de discuter avec vous. Et d'ailleurs ça m'a énormément touchée puisque la vidéo de samedi qui est sortie, donc mon update lecture dans lequel je vous présente du graphique et surtout Anne de Green Gables vous a beaucoup plu, vous a beaucoup touché et vous vous livrez dans des commentaires qui sont souvent très longs et vraiment c'est dans ces moments de grâce qui m'ont littéralement mis les larmes aux yeux. C'est pour ça que je suis sur YouTube, donc je vous l'ai déjà dit sur Instagram, mais merci beaucoup d'être là, merci de faire vivre cette chaîne, d'y mettre autant d'énergie, de positivité, de bienveillance. Clairement ça me motive, ça me rappelle pourquoi je suis là et merci d'être là, merci pour tout. Sur ce, avant de commencer à avoir des trémolos dans la voix, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Look up from your telescope, take me on this journey home, I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon.